Bonjour à tous, je suis Lucie Boissier de Fredon Grand Est. Je vous remercie de participer aujourd'hui au webinaire numéro 4 sur la gestion écologique des espaces enherbés. Ce webinaire est préenregistré, donc je suis actuellement en ligne pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à participer au niveau de l'espace chat à droite de l'écran. Je vais commencer par vous présenter Fredon Grand Est. Donc c'est une organisation et un réseau d'expertise qui est présent sur la région, dans toutes les régions de France, et qui mène des actions collectives sur la santé des végétaux, au niveau de la santé publique et de la protection de l'environnement. Alors, nos missions, elles sont d'intérêt général. Nous impliquons les acteurs concernés par les missions dans notre gouvernance, en élaborant des politiques régionales avec les acteurs des territoires, les syndicats professionnels, les institutions, les réseaux associatifs et professionnels. Nous coordonnons des luttes contre les nuisibles et les espèces exotiques envahissantes et nous accompagnons sur la gestion raisonnée des espaces agricoles, mais aussi des espaces urbains, que ce soit publics ou privés. Nous développons aussi des réseaux qui permettent de relier les territoires entre eux et au niveau européen. Alors concrètement, Fredon Grand Est dispose de 4 sites. Le siège est à Reims et nous avons d'autres sites à Célestat, à Malzéville et à Saint-Ponge. Alors, au niveau de nos activités, au pôle environnement, nous accompagnons et nous sensibilisons les gestionnaires d'espaces à la gestion durable des espaces verts et des espaces urbains. Nous agissons pour préserver la biodiversité et récemment, nous cherchons aussi des solutions pour s'adapter au changement climatique. Nous avons d'autres pôles, dont le pôle santé du végétal, qui va surveiller l'apparition de maladies et ravageurs et qui va également sensibiliser certaines filières et certains producteurs à ces thématiques environnementales. Donc, nous allons commencer à parler de la gestion écologique des espaces enherbés. Dans un premier temps, nous allons aborder les fonctions écologiques de ces espaces. On va voir qu'il y a plusieurs fonctions importantes par rapport à ces espaces enherbés. Puis, nous allons aborder des aspects un petit peu plus techniques sur la tonte, sur le broyage, la fauche et le pâturage. Et nous aborderons aussi l'aspect déchets verts qui est assez important actuellement. Alors, quelles fonctions assurent ces espaces enherbés? Alors, juste pour commencer, je voulais être claire pour savoir de quoi nous allons parler dans ce webinaire. Il faut bien distinguer les gazons d'ornement ou les pelouses sportives des espaces enherbés naturels. Donc, les gazons d'ornement et les pelouses sportives, ce sont des milieux artificiels qui sont créés par l'homme. On va semer différentes espèces de graminées, donc c'est une monoculture où en tout cas il y a plusieurs espèces de graminées, mais ça reste quand même assez pauvre en termes d'espèces. Ces pelouses demandent un entretien régulier, que ce soit au niveau de la tonte, de l'entretien mécanique ou de l'arrosage. Et ces surfaces produisent pas mal de déchets verts, puisque on peut citer par exemple une pelouse de 100 mètres carrés qui produit 50 à 120 kg de déchets de tonte par an. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons plutôt aborder les espaces enherbés naturels, c'est-à-dire là où on laisse se développer la flore qui est naturellement présente dans le milieu. On observe une diversité assez importante selon le milieu d'espèces, que ce soit végétale ou animale. On verra tout à l'heure sur les diapos suivantes. Et ces espaces-là, au niveau de l'entretien, il va être beaucoup plus modéré que par rapport à une pelouse classique qu'on peut retrouver en ville. Alors, quel est le rôle des espaces enherbés et de manière plus générale des espaces végétalisés en ville?
Il y a un premier rôle qui est la protection des sols contre l'érosion. Donc c'est vrai que si on a un sol nu ou un sol imperméable ou en tout cas anthropisé, on a du ruissellement qui peut être facilement créé lors des épisodes pluvieux qui sont en plus en plus nombreux à cause des changements climatiques. Donc végétaliser ces espaces permet en fait de garder, de retenir l'eau au niveau du sol et de pouvoir contrôler ou en tout cas minimiser l'impact des inondations ou des coulées de boue, par exemple. Un deuxième rôle de ces espaces enherbés ou végétalisés, c'est que l'eau de pluie, quand elle va arriver au niveau de ces espaces, elle va s'infiltrer dans le sol et cette eau va être filtrée. Donc, il y a certains polluants qui vont être retenus par les éléments du sol au niveau physique ou surtout qui vont être traités par les organismes vivants, que ce soit les végétaux, les bactéries ou les différents organismes qu'on peut retrouver dans le sol. Alors, ces végétaux, ils vont également avoir un rôle de rafraîchisseur, puisque les végétaux, en fait, vont capter l'eau du sol par leurs racines et vont ce qu'on appelle évapotranspirer, donc rejeter de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui permet d'avoir un air beaucoup plus frais et de rafraîchir les villes, notamment au niveau des îlots de chaleur urbains, donc là où la chaleur s'accumule, notamment au niveau des épisodes caniculaires. Ces végétaux, ce sont aussi des pièges à carbone. Donc, comme vous le savez, les plantes font la photosynthèse, donc ils absorbent notamment du CO2 pour pouvoir grandir et former leur matière grâce à l'énergie du soleil. Au niveau du sol également, il y a pas mal de carbone qui peut être capté, notamment dans les espaces enherbés qui sont stables au niveau des prairies naturelles, par exemple. Ce sont de véritables puits de carbone qui permettent de lutter contre les changements climatiques. Alors, au niveau des fonctions, au niveau des fonctions que peut remplir un espace enherbé, il y a d'abord la fonction alimentaire, donc il y a de nombreux organismes qui se nourrissent au niveau des espaces enherbés. Alors l'herbe, bien sûr, est une source de nourriture pour les animaux herbivores. Les fleurs sont une source de pollen et de nectar pour les insectes pollinisateurs notamment. Au niveau des espèces qui forment des graines, donc c'est aussi une source pour de nombreux organismes, notamment les oiseaux, mais aussi les mammifères. Et s'ensuit toute la chaîne alimentaire classique, hein. Donc les petits organismes vont se nourrir d'herbes ou de graines et les organismes plus gros vont venir manger les plus petits, les œufs, les larves ou les petits insectes, etc. Alors, il y a cette chaîne alimentaire dont je vous ai parlé, mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que au niveau de la végétation, elle est sans cesse renouvelée. Donc, il y a des matières organiques, en fait, des végétaux morts qui vont tomber au niveau du sol et qui vont être dégradés par de nombreux organismes comme des champignons, des bactéries, etc., des petits vers et des nématodes qui vivent dans le sol et qui forment aussi une biodiversité très, très importante qui est aussi une source de nourriture abondante pour notamment les oiseaux ou certains animaux comme les taupes, par exemple. Alors, outre cette fonction alimentaire, les espaces enherbés sont aussi des abris contre les prédateurs, mais aussi contre les conditions défavorables, puisque ce tapis végétal permet aussi d'être à l'abri, par exemple, du gel ou des températures excessives qu'on peut avoir en période de canicule. Donc, il y a de nombreux organismes qui s'y cachent et qui
se reproduisent à ces endroits. Comme ça, leur progéniture sera à l'abri de toutes ces conditions. Donc, il faut savoir que c'est important d'avoir une diversité végétale au niveau des espaces enherbés, puisque chaque insecte ou chaque animal peut avoir des besoins spécifiques. Il y a notamment certains papillons qui dépendent exclusivement des orties. Donc, par exemple, la vanesse de l'ortie ou le paon du jour vont pondre exclusivement sur les orties et les chenilles, quand elles vont sortir des œufs, elles vont se nourrir exclusivement des feuilles d'ortie. Du coup, s'il n'y a plus d'ortie, toutes ces espèces-là risquent de disparaître. Donc, ces espaces enherbés, ce sont aussi des zones refuges qui sont importantes au niveau des trames vertes sur les territoires. Donc, ça peut, pour des grands espaces enherbés, être des réservoirs de biodiversité où de nombreuses espèces réalisent leur cycle de vie, donc s'alimentent, se reproduisent, etc. Mais les espaces enherbés, ça peut aussi être des corridors de déplacement pour certaines espèces, pour qu'elles puissent se déplacer entre différents milieux, des forêts, des mares, etc. Donc voilà pourquoi c'est important de préserver les espaces enherbés et de les gérer au mieux pour préserver le maximum d'espèces. Alors, juste un petit point au niveau de la biodiversité en Grand Est. Je vous ai dit que les espaces enherbés étaient très importants pour ces organismes-là. Donc, on a une disparition très, très importante de toutes les espèces, en fait, hein, que ce soit les insectes, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, etc. Pour vous donner un chiffre au niveau de la France, on a à peu près un quart des espèces qui sont menacées de disparaître ou qui ont déjà disparu ces dernières années. Donc c'est quand même assez important, sachant que la biodiversité est une ressource naturelle dont dépend l'homme en fait pour sa survie. Donc j'espère que je vous ai donné envie de gérer vos espaces enherbés différemment. Donc on va voir les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour gérer vos espaces et aussi que faire des déchets verts. Alors, dans un premier temps, si vous êtes une commune, il va falloir faire un état des lieux et relever l'ensemble des espaces enherbés que vous avez à gérer. Ensuite, on va pratiquer ce qu'on appelle la gestion différenciée. En fonction des usages du site, des attentes des habitants, du matériel dont vous avez à disposition, des budgets aussi, du temps alloué à la gestion de ces espaces, vous allez vous poser la question comment on va entretenir tel ou tel espace enherbé. Alors bien sûr, au niveau d'un centre-ville, on ne va pas entretenir de la même façon une pelouse qui est devant la mairie ou dans un endroit où il y a beaucoup de passages ou de touristes qu'un espace enherbé un petit peu plus périphérique où il y aura moins de fréquentation. Donc voilà, ça c'est une des premières étapes de vraiment faire un état des lieux de ce que vous avez à gérer et comment est-ce que vous allez le gérer en fonction des différents enjeux. Alors, pour les espaces que vous avez décidé de tondre, il va falloir avoir une réflexion sur la hauteur de coupe. Donc, il faut savoir que plus on va tondre bas, plus ça va être néfaste pour la biodiversité et pour le gazon en lui-même. Alors, effectivement, un gazon qu'on va tondre très court, il va être stressé. Donc, il va essayer de croître en fait le plus vite possible pour essayer de se reproduire et assurer la survie de son espèce. Donc, il va s'enraciner assez peu profondément. Donc, il va avoir du mal à capter les éléments qui lui sont nécessaires. Et il va avoir tendance aussi à jaunir en été
Donc, et il va être très sensible, bien sûr, aux maladies et aux ravageurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'augmenter au maximum la hauteur de coupe. On peut aller jusqu'à 8-10 cm sans problème. Pensez aussi à affûter et à nettoyer régulièrement les lames de vos tondeuses pour éviter la transmission de maladies et assurer que la coupe soit franche. Et il faut savoir aussi qu'un tapis, que si on augmente la hauteur de coupe, le tapis sera beaucoup plus dense et ça limitera la croissance de certaines adventices, comme le pissenlit par exemple, qui se développe beaucoup sur des gazons qui sont tondus trop courts. Alors, faut savoir que les déchets de tonte, ça représente un poids important en termes de déchets verts. Ça représente en général plus de la moitié des déchets verts d'une collectivité. Alors, ce sont des déchets verts qui sont très riches en azote, qui sont du coup intéressants au niveau du compost, mais il va falloir le mélanger avec des feuilles mortes ou avec du broyat, puisque c'est un déchet qui est très humide et qui risque de créer de la pourriture dans votre compost. Donc, dans tous les cas, soit le faire sécher si vous l'utilisez pour du paillage, soit le mélanger avec d'autres résidus à composter. Alors, si vous voulez limiter les déchets de tonte, il est possible d'effectuer ce qu'on appelle la tonte mulching. Donc, c'est une tonte où en fait, on ne va pas ramasser l'herbe puisque il va y avoir une dépression d'air et la partie qui est coupée en fait va être hachée très très menue et ces débris végétaux vont être relâchés directement sur le sol et vont se décomposer pour fertiliser la pelouse. Alors cette tonte mulching, elle nécessite de passer très très fréquemment. Elle ne peut pas être faite sur une pelouse qui a beaucoup grandi. Sinon, il y aurait trop de déchets verts et ça créerait ce qu'on appelle du feutre. Donc, ça créerait une couche en fait imperméable au niveau de la surface du sol. Voilà, donc il faut penser à tondre très régulièrement si on utilise cette technique. Alors, il faut savoir que cette technique, elle est pratique parce qu'elle limite la quantité de déchets verts, mais elle est assez néfaste pour la faune puisqu'on a cet aspect de broyage. Hein. Donc, souvent, les insectes sont projetés sur le carter et ne survivent pas au passage de la tondeuse. Alors, outre la tonte, on peut choisir aussi de faire de la fauche. Donc, c'est intéressant puisque, comme je vous l'ai dit, les prairies naturelles captent beaucoup de gaz à effet de serre et du CO2, que ce soit au niveau des plantes, mais surtout au niveau du sol. On a un nombre d'interventions qui est très réduite. Quand on tond une pelouse, on va passer de nombreuses fois sur l'espace, alors qu'au niveau de la fauche, on va faire 1 à 2 interventions par an. La quantité de déchets verts est également divisée par 2 si on choisit de faire de la fauche par rapport à de la tonte. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire de la fauche? Faut savoir que au niveau des prairies, on va avoir une flore différente qui se développe en fonction des conditions climatiques, en fonction de ce que vous avez comme graines au niveau du sol, en fonction de la compaction aussi du sol, etc., etc., mais aussi en fonction des méthodes de gestion que vous allez appliquer sur votre sol. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant d'observer un petit peu ce qui se développe sur vos espaces en laissant juste la flore se développer. Parfois, on a des très belles surprises, on a des choses vraiment très esthétiques qui peuvent se développer.
sans avoir à faire de semis complémentaires. Si jamais ce qui se développe ne vous convient pas, sachez que vous pouvez également faire des apports de graines, notamment, je vous incite à vous renseigner sur le label végétal local. Donc, ce sont des végétaux locaux qui sont récoltés sur des sites naturels et vous pouvez acheter ces graines et les semer directement sur vos espaces pour augmenter vos chances d'avoir des mélanges fleuris. Alors justement, comment est-ce qu'on va gérer finalement ces espaces verts pour essayer de conserver le maximum de biodiversité? Alors déjà, on va s'interroger sur la période d'intervention. Alors l'idée, c'est de trouver la période où on va limiter notre impact sur la faune. Il faut savoir que de toute façon, quand vous allez intervenir, il va y avoir un impact négatif sur la biodiversité, mais l'idée, c'est d'intervenir sur une période où on va avoir le moins d'impact possible. Donc, on va éviter, par exemple, les périodes hivernales, puisqu'on a beaucoup d'espèces qui sont en hivernage ou en hibernation. On va éviter la période printanière aussi, puisque c'est une période de reproduction ou de nidification. Et on va avoir aussi des stades larvaires, des chenilles, des chrysalides qui sont très sensibles au passage d'une machine sur les espaces enherbés. Donc, on va plutôt privilégier les périodes où les adultes sont présents, puisque eux, ils pourront fuir, s'envoler, etc. Avant le passage de la machine, donc l'impact sera moindre. On va aussi essayer de permettre au maximum de plantes de réaliser leur cycle et de produire des graines. Donc la période idéale, c'est la fin d'été, le début d'automne, donc une fauche tardive. Alors, ce qui est intéressant aussi pour préserver la biodiversité, je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'espèces qui passent l'hiver dans les espaces enherbés, que ce soit sous forme d'œufs, au niveau des premiers centimètres du sol ou à l'abri sur certains végétaux. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de laisser une surface qui ne sera pas fauchée, de l'ordre de 20 à 30% d'une surface enherbée. C'est la surface qui est intéressante. Sachez que si vous ne la fauchez pas durant une année, il sera nécessaire de la faucher l'année suivante et de réserver une autre zone pour les refuges d'hiver, puisque si vous ne fauchez pas une zone enherbée, normalement, elle évolue avec le développement d'arbres et elle évolue vers une forêt. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc, il faudra essayer de varier les refuges d'hiver. Donc, quand on fauche, on va faucher de manière centrifuge, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, pour essayer de faciliter la fuite des animaux. On peut rajouter éventuellement ce qu'on appelle une barre d'effarouchement que vous avez sur la photo de droite. Donc, c'est en fait une sorte de râteau qui va passer juste avant la tondeuse ou la faucheuse et qui va en fait secouer un petit peu les végétaux, donc pour faciliter en fait la fuite des insectes ou notamment du gibier. C'est pas mal utilisé au niveau agricole. Bien sûr, ces techniques-là, elles sont efficaces uniquement si on laisse le temps aux animaux de fuir. Donc, ça veut dire avoir une vitesse de travail inférieure à 10 km/h. Alors, quel matériel on va utiliser pour faucher ou pour entretenir les espaces enherbés? Alors, il faut bien distinguer tout ce qui est broyage des végétaux. Donc ça va être très néfaste pour les insectes, notamment, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc il y a un appel d'air qui projette les insectes sur le carter et ils ne survivent pas.
Donc, on va plutôt privilégier en fait tout ce qui va être faucheuse et barre de coupe. Donc, voilà quelques exemples de choses qu'on peut utiliser. Donc, on a soit des petits outils à main qu'on peut monter sur une débroussailleuse, soit sur un porte-outils, ou alors pour les talus ou les grandes zones, on peut atteler sur des machines téléguidées ou robotisées ou sur des tracteurs. Il va être important de ramasser les déchets de fauche. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la méthode de gestion, on va avoir différentes espèces qui se développent. Il faut savoir que les espèces fleuries qu'on observe dans les prairies du Grand Est préfèrent les sols pauvres. Donc, si on laisse la végétation se dégrader sur site, ça va enrichir le sol et on va avoir plutôt des graminées qui se développent. Donc, nous, on préfère plutôt avoir des espèces fleuries et diversifiées. Donc, on va ramasser les déchets de fauche. On va essayer de les laisser 2 jours sur place après la coupe pour justement laisser les insectes fuir, ceux qui auraient pu être encore présents lors de la coupe, et aussi pour que les graines des espèces fleuries puissent tomber au sol et regermer l'année suivante. Alors, comment est-ce qu'on peut ramasser les déchets de fauche? Pour les espaces plutôt urbains, il y a une mini balloteuse qui a été développée. Donc, elle fait 55 cm de large et il faut investir un peu plus de 10 000 € pour acquérir cette machine. Bien sûr, nous vous proposons plutôt de mutualiser ce matériel puisque il n'est pas régulièrement utilisé. Donc, ça peut être très intéressant de l'utiliser à plusieurs. Alors, ces déchets de fauche, une fois qu'on les a ramassés, comment est-ce qu'on va les valoriser? Puisque l'idée, c'est pas de les transporter sur plusieurs kilomètres, ce qui dégagerait du CO2 et amplifierait encore les changements climatiques. Donc, il y a plusieurs solutions. On peut en faire du foin, donc du fourrage pour les animaux. On peut le composter, comme on l'a vu tout à l'heure pour les tontes, soit au niveau d'une commune, mais aussi en faisant du compostage partagé, notamment avec des agriculteurs, par exemple. On peut l'utiliser en paillage sur des massifs ou en pied de haie, en le faisant sécher. Ou alors, on peut aussi l'inclure dans un méthaniseur si on en a un à proximité du site de gestion. Une autre technique qui est très intéressante, c'est le pâturage. Donc, le pâturage, il est intéressant, notamment en milieu forestier ou dans les milieux montagneux, puisque on a les milieux qui ont tendance à se refermer, donc les arbres qui colonisent les espaces enherbés. Et le pâturage, en fait, permet de conserver des milieux ouverts et des prairies. Il y a d'ailleurs des prairies et des pâturages qui sont classés parce qu'ils ont une biodiversité très, très importante. Donc, il y a une grande diversité végétale sur ces sites. On peut aussi choisir de mettre une diversité animale. Donc, on a plutôt tout ce qui est ovins et caprins qui sont adaptés pour la gestion des berges et des fossés, et tout ce qui est vaches et chevaux qui sont plutôt adaptés en milieu forestier, zone humide et prairies. C'est intéressant de faire ce qu'on appelle du copâturage, donc c'est-à-dire de mettre différentes espèces d'animaux sur le même site, parce que chaque animal a des préférences alimentaires. Donc, ça permet d'éliminer la majorité des végétaux qu'on a sur site, mais ça permet aussi pour les animaux de les préserver, notamment de parasites qu'ils pourraient avoir au niveau de l'estomac. Donc cette technique, vous pouvez l'utiliser de différentes façons.
Donc, soit vous pouvez acquérir les animaux directement, ce qui nécessite quand même une formation ou en tout cas quelqu'un qui sait s'occuper des animaux et une présence sur site en continu. Soit vous pouvez louer ou mettre à disposition votre espace enherbé à un agriculteur qui fera pâturer ces animaux. Donc là, il faudra faire une convention pour bien définir le rôle de chacun. Ou alors, vous avez de plus en plus d'entreprises qui vous proposent une prestation clé en main. Donc, ils posent les clôtures, ils ramènent les animaux, ils s'en occupent et ils peuvent vous accompagner aussi sur les aspects communication. Alors, attention aussi à ne pas surpâturer vos espaces enherbés. Ça pourrait poser problème au niveau de la gestion par la suite. Alors, le pâturage, il a aussi d'autres avantages. Donc, au niveau des nuisances sonores, par rapport au passage d'une débroussailleuse ou d'une faucheuse qui ferait beaucoup de bruit, les animaux, eux, font beaucoup moins de bruit. Donc, c'est une technique qui est très appréciée, notamment dans les entreprises, par exemple, ou à proximité des EHPAD, des établissements scolaires. Voilà, c'est beaucoup plus tranquille et c'est apprécié par les usagers. Ça crée aussi un lien social, ça permet de communiquer sur la démarche. Et il y a aussi ce qu'on appelle la biophilie, donc la présence des animaux, qui est bénéfique sur les êtres humains. Donc ça augmente, ça double les capacités de concentration. Ça a un effet très bénéfique sur la maladie d'Alzheimer notamment. Ça augmente l'appétit, notamment au niveau des centres de soins, et ça aide à guérir de différentes maladies. Donc au niveau des EHPAD et des établissements hospitaliers, centres de soins, c'est vraiment une technique très très intéressante. Donc je vous invite à la creuser. Donc, pour conclure cette présentation, je résumerai les choses en vous disant que si vous avez des espaces enherbés, essayez de pratiquer la gestion différenciée, de réfléchir comment vous voulez entretenir vos espaces pour favoriser la biodiversité. Et surtout, n'oubliez pas de communiquer sur vos changements de pratique au risque d'avoir des plaintes des différents usagers. Donc, je vous remercie de votre attention. Vous avez mes coordonnées sur la diapo. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'espace chat ou à nous contacter par la suite si vous voulez plus d'informations sur ce sujet. À bientôt.